quelques mots de housekeeping et puis je passerai la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Good afternoon to everybody. Je vais continuer en français. La première chose, je vais me présenter quand même. Florence Raz, je suis la directrice régionale adjointe de l'ONU Femmes pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et nous organisons aujourd'hui cet événement donc en partenariat non seulement avec Women's Sports Africa, mais également avec notre bureau ONU Femmes d'Afrique de l'Est et du Sud. Donc nous sommes particulièrement contents d'accueillir les différents participants. Par contre, comme nous travaillons dans les deux langues, je voulais souligner, avant de passer la parole pour l'ouverture, qu'effectivement, nous avons l'interprétation en français et anglais, vice-versa. Donc, for those who don't speak French, we have translation. Certains panélistes parleront en français, d'autres en anglais. Je voulais également mentionner effectivement que durant les présentations, vous pouvez d'ores et déjà participer à travers le chat. Comme vous le savez, effectivement, le Forum Génération Égalité, tout le mouvement passe, je dirais, largement au virtuel avec la pandémie. Donc, effectivement, cet événement que nous aurions voulu participatif, de manière réelle, je dirais, passer au virtuel, mais ça n'entamera pas, j'en suis certaine, l'énergie des jeunes et moins jeunes qui participent. Donc, n'hésitez pas dès le début à poser vos questions dans le chat. Nous avons des modératrices qui reprendront les questions vers la fin. Donc, on aura 2 panels de présentation d'expériences de nature différente et ensuite un débat ouvert avec les questions que nombre d'entre vous auront posées dans le chat. Par ailleurs, point final, et puis je passe la parole, nous sommes également en live donc live streaming et enregistrement sur YouTube. Le lien est déjà posté dans le chat, donc n'hésitez pas non plus, si jamais il y a des problèmes de connexion Zoom, à vous connecter via YouTube ou à partager le lien tout simplement. Je passe donc la parole à Oulimata Sarr, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, pour l'ouverture. Oulimata, the floor is yours. Thank you so much, Florence. I am delighted to be here to talk about women and sports. I am always delighted when we are sitting together and talking about issues of rights, of representation, and of resources, which we call our 3 R's, which are our agenda, no matter what the sector is. I think sports is an excellent vehicle of gender equality and women empowerment, even though we are all convinced that there's a long way to go. Today, when we look at the pay gap, when we looked at governance, who sits at the table, when we look at infrastructure, and I recently posted something on Twitter. I think it was a young athlete in the US that was showing the training infrastructure of men, and the same weekend the training infrastructure for women, and it was almost like a couple of weights on one side and a whole full-fledged complement of equipment on the other side. So in order to reach the SDGs, because the conversation we are having here is about the common agenda. And the common agenda that the world agreed on 2015 was saying that we have 17 objectives to reach by 2030. That's our agenda 2030. Whether it's education, health, poverty. And I always like to say to people that the most important SDG that you have to remember out of all the 70s is number 5. Because number 5, which is gender equality and women empowerment, is at the center of everything that we are trying to do. Today, we are talking about sports, and we know that the issue, particularly in the Sahel, is very, very. I think most of the girls and women that we know that are in sports are not usually from the rural areas, because I have an anecdote from one of the countries in the Sahel where somebody was telling us that when the young girl is married, she's not given jewelry, she's not given furniture, she's actually given a donkey.
because one of her most important responsibility as a young girl is to go and fetch water. So all those girls are not seeing sports as an opportunity to grow, to become a leader, to play a key role in their communities. Today, I'm very pleased to have, some professional sports women here, some sports association, because if we want to move the needle, if we want to bring about change, we will need to activate what I usually call our 5 levers. One of them is policy. So who do we need to influence to change the laws, to change the rules, to just level the playing field? So policy issues that we can deal with at the level of the Ministry of Sports, Minister of Women and Gender Affairs, and in some countries, even the Ministry of Youth, to really make that advocacy, that plaidoyer, that sports is an enabler of development, of leadership, of economic empowerment for women and girls. The second conversation we are probably having today has to do with skills. So number 2 lever is how do we build the capacity of women and girls in the area of sports, build the talent, build the pipeline. So nobody could tell us, well, I have no woman in this particular sport, that's why it's all men. So I think if we build capacity, if we create strong pipeline at a very early stage, we are able, at least by the time we get to the top, to find more women and girls. The third pillar, lever of everything that we do is money, so financing. Who's all the brilliant ideas that we have, all the strategies that we can develop need to be funded. And part of our advocacy is really identify the sources of funding, whether it's government, whether it's private sector, whether it's a civil society organization, sports organization. How do we draw the funding to be targeting women and girls, and particularly take us out of the ghetto of micro amounts? Because for the longest time, we've been confined to projects small in scale that are still considered as pilots. And I think we want to be mainstreamed, and that we can do through financing. The fourth lever of our intervention in sport has to do with access to information. And that's why I congratulate Bruno, I congratulate Naima, because we need platforms. We need to showcase through media what are we doing in that space, showcasing the role models so we can inspire, so we can have that critical mass of women who are interested in sports, who are sports players, who are in governing bodies of sports, to be displayed so everybody can understand that sports is not just a man's game. The last pillar of everything we need to do to bring about change has to do with infrastructure. And that we talk about, playing field, we're talking about toilets, we are talking about all the facilities that we can build to make sports possible for women and girls. So I'm convinced that during our conversation today with the policymakers, the organizing body, the ministries, the athletes, that we can really have that comprehensive conversation, because I think that if we want to bring about change, we will need to press on all those buttons at the same time. I will end by saying that the gender gap that we have in all sectors, in sports, in politics, in mining, in energy, the research shows us that it will take us over 100 years to close those gaps. 170 in pay gap, 100 in terms of representation. And the women of the world are saying that we don't want to wait 100 years or 170 years. So we want to leapfrog. And in order to leapfrog, we need quotas, we need targets. We need the decision makers to give us a seat at the table and to dedicate a certain seats and amounts to us. And in order to do that, we also need to rally the men. We need to rally the few good men, because we cannot do this alone. For the longest time, the women of the world, all sectors, sports, you name it, have always been doing this work alone. And we need
men who are at the highest level of decision maker, to be enablers, to be our partners, to be really catalytic to the gender equality and women empowerment that we want to achieve. Thank you so much. And I look forward to the conversation. Merci beaucoup, Oulimata, pour ces mots et déjà ces ouvertures intéressantes pour le débat qui va suivre. Donc, je passe sans plus tarder la parole à Bruno Lalande, qui est le président de Women's Sports, avec qui l'ONU Femmes a donc un partenariat pour mettre en œuvre, je dirais, une partie de cet agenda assez vaste en termes de autonomisation plus grande et plus égale participation des femmes et des filles à l'écosystème sport de manière plus large. Bruno, à toi. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous donner un petit message du cœur par rapport à ce qu'a dit Oulimata, qui est assez simple en fait. C'est que je suis un strong believer du saut de la grenouille qu'évoque Oulimata, et le saut de la grenouille qui s'est passé dans le digital en Afrique. C'est-à-dire qu'on est passé de rien à 350 millions de cartes SIM. Je suis certain qu'on va y arriver sur le registre de la mixité pareil avec le sport. Alors, ça, c'était le cœur. Je vais continuer avec le cœur, mais ce qu'on peut vous dire, donc moi je m'occupe de Women's Sport sur la francophonie, Women's Sport Africa est piloté par Naïma Ndiarma qui interviendra tout à l'heure, que j'épaule ici et là. C'est vraiment avec une grande fierté en fait et un immense plaisir qu'on a annoncé avec les équipes de Women's Sport. C'était le 8 mars dernier, lors de la journée internationale des femmes, un nouveau partenariat exceptionnel avec l'ONU Femmes Afrique qui prend vie en fait aujourd'hui. Notre table ronde, c'en est une des illustrations concrètes. Donc, le sport a le pouvoir de changer des vies. C'est simple, c'est factuel, comme l'a souligné d'ailleurs Oulimata, et comme on l'entend sans arrêt avec et grâce à l'ONU Femmes, il faut qu'on marteau-thérapie. Le sport a le pouvoir de changer des vies. Alors, Women's Sport Africa, on partage évidemment viscéralement ce constat quotidien, on le vit sur le terrain en Afrique avec cette matière universelle et progressiste qu'est le sport, un outil fabuleux pour faire progresser notre monde. Le sport, c'est l'un des principaux moteurs de l'égalité des sexes. On l'observe aussi tous les jours en donnant la parole à des inspirantes sportives pour la jeunesse, en scénarisant des jeunes filles ou des femmes qui s'illustrent, en changeant les stéréotypes de genre et les normes sociales. Le sport, c'est un accélérateur de changement. Il a un rôle qui est primordial pour développer les compétences, Oulimata l'a souligné, le leadership des adolescentes, créer des espaces qui soient sûrs pour les filles et les jeunes filles afin de briser ces fameuses barrières sociales. Et puis, vous retrouverez en permanence, en fait, sur les réseaux de Women's Sport, des exemples concrets. Oulimata souvent parle de la nécessité de parler franc. Il faut parler franc, mais il faut le médiatiser. Il faut partager. C'est notre rôle, en fait, chez Women's Sport, avec des preuves par l'exemple. Il y en a tellement. Avec Naïma, on a passé beaucoup de temps avec les équipes sur sol africain. On a découvert des pépites incroyables, mais tous les jours, dans tous les pays. Et c'est important de le partager. C'est notre rôle en tant que média de nourrir pour améliorer, rendre compte et rendre notre monde meilleur et plus juste, en fait, ensemble, entre hommes et femmes. Alors, médiatiser les actions portées par l'ONU Femmes à travers le sport, c'est la raison d'être de Women's Sport, c'est notre ADN. On partage l'objectif d'inspirer les femmes, les jeunes filles pour accélérer l'avènement d'un avenir avec des chances égales pour toutes et tous. Et puis, la pratique du sport, c'est une source d'épanouissement incroyable. C'est bon pour la santé publique, pour le bien-être, et puis finalement pour contribuer à façonner une société qui sera meilleure. Plus la société, en fait, elle est égalitaire vis-à-vis des femmes, plus cette société, en fait, elle va être inclusive et le lien social va être fort. Encore une fois, on le vérifie et on l'observe factuellement chaque jour sur le terrain. Alors, cette table ronde aujourd'hui, elle doit toutes et tous, en fait, nous inspirer, nous encourager à promouvoir les initiatives vertueuses. Il y en a beaucoup, initiatives vertueuses, sociétales en faveur de l'égalité, et puis faire germer des idées très concrètes qu'on va partager à travers le sport.
cet outil universel et transversal pour accélérer le changement. Alors, Women Sport Africa, on a un club de partenaires exceptionnel, avec un partenaire de plus, l'ONU Femmes, et pas des moindres. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir adresser gracieusement en fait, nos médias en print et en digital à plus de 20 millions de personnes et de femmes, surtout à travers le monde francophone et en particulier en Afrique. Et c'est qu'un début. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais finir mon propos par trois citations marquantes avant de donner la parole à nos passionnants panélistes. La première, ça va être une citation de Nawal El Moutawakel, qui est une sportive et femme politique marocaine, membre de la commission exécutive du CEO, qui a eu la gentillesse de signer notre premier édito. Je cite, « La femme sportive est l'incarnation de la femme autonome, dynamique, persévérante et compétente. » La seconde citation, ce sera une citation de Lydia Nskera, qui est membre également du CIO depuis 2009, qui est présidente du CNO du Burundi d'ailleurs, qui a signé le second édito de Women Sport Africa. Je cite, « J'en appelle aux femmes, soyez candidates, et j'en appelle aux hommes, soutenez ces candidatures féminines. » Il s'agit bien évidemment d'un appel pour la gouvernance du sport. C'est une réalité, une gouvernance mixte sera beaucoup plus compétente au service du sport mondial. Et puis la dernière citation, elle vient de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qui nous a accordé un très long entretien dans le numéro de janvier de Women Sport. Je cite, « Les femmes sont au cœur du développement de l'Afrique. Le monde du football est beaucoup plus inclusif que par le passé et je reconnais que la première femme noire à occuper ce poste à la FIFA change la donne. » Voilà, c'est QFD. Donc, pour conclure, nous croyons avec force chez Women Sport aux vertus du sport pour un monde meilleur par et avec le sport pour les femmes et les hommes. Et je vous souhaite une très belle table ronde. Merci beaucoup, Bruno. Je pense que, comme tu l'as dit, le cœur y était et qu'effectivement, ça nous permet quand même de démontrer, comme le disait Oulimata, que nous avons des hommes, si pas des sportifs, mais il y en a aussi. Ça pourra être l'occasion d'effectivement un second événement allié dans cette, je dirais, dans ce combat ou dans ce chemin, puisque des portes se sont quand même déjà ouvertes. Merci à vous deux, Oulimata et Bruno, pour ces mots d'ouverture et pour ce cadrage du débat. Je vais donc maintenant passer la parole à ma collègue Zébib Kavouma, qui est notre directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud à l'ONU Femmes. Et Zébib aura le rôle donc de modérer la première partie du panel, qui est celui où nous entendrons les expériences surtout sportives, de différents acteurs et actrices surtout. Nous n'avons que des femmes à cette édition-ci, mais c'est la première d'une série, nous l'espérons, sur effectivement tant les barrières que les opportunités, je dirais, qu'elles ont parcourues. Zébib, the floor is yours. Thank you so much, Florence, my dear colleague. Good morning, good afternoon, good evening to all of you, wherever you are tuning in from. It's such a pleasure, really, to be here with you and to be able to moderate this panel. We have 4 distinguished speakers from Africa. And just to remind you once again, please, for those of you who are listening, please do continue to put in your questions in the chat as you're eagerly listening to our panelists today. I will have the opportunity to briefly introduce them, and then they will each have 10 minutes to be able to answer a couple of questions. And hopefully before the end of the timing, we will be able to have some kind of a discussion as well. So let me not take any more time, and let me start by stating who we have as panelists. First of all, we have Mme Victorine Agum FOMUM. She's from Cameroon. We have Mme Olive Michele Dol-Somse from Central African Republic. We have Mme Aderonke Bello from Nigeria. And last but not least, we have Mme Fatou Diagne from Senegal.
So let me start by introducing Mme FOMUM in the first instance. She is the Deputy Director of the Training Center of the National Football Academy. She is also the head of table tennis and female football disciplines in the University of Yaoundé 1. She's certified FIFA, DFB, CAF, and FECA foot coach. She's the pioneer woman to have a CAF coaching license in Africa. She's a 12-time champion, Cameroon champion on tennis, judo, and volleyball. She holds a bronze medal in the US Open. She's also the first African woman to represent the continent in the World Cup reserved for world best 16 players, China. She's one of the 6 African representatives of the continent in the Olympic Games in Beijing. She's the former national coach who won most of these titles as coach player. She also participated in the organization of the CAN in Cameroon. And she has won over 60 medals, 50 trophies, and so many awards in over 7 sports disciplines. Wow, is all I can say. What a top athlete. Now, Mme FOMUM, of course, in addition to all of your exceptional athletic skills, what other factors helped your remarkable career as a competitor and coach? And along line with that question, also Zebib, I think we lost you. It froze for a minute. Can you hear us? Yeah, we have lost connection a little. I think we lost Zebib on this one, who's in Kenya. We're all in different spaces. Can you hear me? Yes, now we can. You're back. Okay. Oh my goodness, I'm not sure what's happening because I can hear you very well. That's fine. We heard the first question. Okay, so let me just be very quick to say, in addition to the first question, we would also wanted to hear your opinion. What would be the first action to do in Cameroon to improve the condition of women and girls through and with sports? Thank you very much. Over to you. Good afternoon, everyone. It's a big pleasure for me to be in this panel today. It's a great opportunity, and I hope my experiences will help empower and encourage other women. I began all of this success story through my family. My family, I come from a very polygamous family, where my dad himself was a big sportsman. He had a football and a basketball team, and they usually take us for competitions. And as a result, he paved my interest in the game of sport. And along the line, when I went to school, I discovered that I already had those basic notions, so I just continued. But then my passion and love for the game made me to forget my academic, and I failed. Because of that, I was frustrated because my dad burnt all of my sports equipment and did not give me pocket money, and I was traumatized. But that was the beginning of the challenges that make me who I am today. Because amongst these challenges in my career was just the fact that I was a woman. Just being a woman in an African setting wasn't easy for me. My fitness, my agility, my physique made me have the name of tomboy, and amongst my peers, managing my menstrual cycle, playing with young boys became problematic. Because once you are in, it can even come when you are playing with them, they become a mockery of you in the community. But then, with the love and passion, those were just games that had to push me through. Again, coming from a polygamous home, where the father is strict and decided at times he had to run away from his responsibility to see that you had to be academically strong. So each time I was even selected for the national team, he would say, you can't go, you need to do your studies first. And I said, but why? And he would even call club presidents to sign with authorities, administrative authorities,
for them to caution that the day I will fail an examination or I cannot meet up, since I've decided to take sports as a career, he was going to sanction them. All of that were traumatizing to me, but I had love for the game. The stigma of my community was not even very easy for me, because you see, when you do sports and at this level, you are either a tomboy, you are manly. So people were even betting, is she a boy, is she a girl? My mother was, why, you should stop even doing sports because you need to have a family, you need to get married, you need to, so all of that were very difficult. And while doing this, financial setback was even a bigger problem, because my father was the sole breadwinner in the family, and then my mother was jobless. So getting to competitions after he died became very, very traumatizing. And but then you will not believe that his death became a stepping stone in my career, because it pushed me to even work harder and harder. And I had to start doing everything because livelihood was difficult. Anything I saw in sports, I had to start doing, which now gave me the opportunity to have all of this, to become a multi-dimensional sportswoman in winning the 50 trophies, 60 medals in over 7 sports disciplines, just to name a few: football, table tennis, judo, volleyball, gymnastics. In fact, I was everywhere because I needed subsistence. I needed to prevent people from violating me. I needed to have a living. And today I can tell my stories because all of that made me to equally match the school and the sport that he wanted me to do. And as an amateur woman, doing all of these sports and succeeding is a great story to tell. My passion for the game made me in such a way that I had to go borrow money to buy sporting equipment, and a neighbor who was going back to his country gave me a roller skate shoes. I didn't even know, we were calling it motor shoes because we were rolling on it. So that now increased my sports discipline. I started doing roller skating as a pioneer in 2 regions of the country that I never knew. I did learning all by myself, and even used those shoes as a means of locomotion for training. That was the kind of passion I had. I could train for at least 10 hours a day in sports because I wanted to make a name. Support from fans and recognition came in various forms. I could play with fans just supporting me, and I said I would win just to please them, not even for the money, because the money was hard to come by. The recognition was hard to come by. But you see, one time, the then ambassador to Cameroon, His Excellency Miss Makwat, after going to the US for the US Open in table tennis, receiving me was surprised. I came back before my visa got expired. And as a young lady, everybody wants to go for greener pastures. But I came back. He was so out and said, for you, the gates of the US are open to you anytime. And I've been going there every other time. Those are the kind of recognition we get in other places and not in our local community. And the fact that people could support us, in my family, as many as we are, were very identical. My fans could not know the difference between Victorine, the player, and the sister who is just so. Taxi people could give us lift for free. And my sisters were very happy. So when they came and told such stories, I needed to work hard. So I continued to have much fun, much successes. So they too could benefit from my lashes. And those are some of the things. And in my career as a competitor and as a coach, I had to do all of these disciplines: football, table tennis, handball, gymnastics, judo, volleyball, athletics, table tennis, roller skating, foot, just because I wanted to make a living and I had passion for it. And as a result of my strength and stamina, getting into all of this was, for me, crisscrossing each of these disciplines. I started doing marathon because I was training to have fitness in football. And in training to have food, the distance I covered in marathon was a distance that marathonians were covering. So with that, I said, if they're launching a competition where I can go make some small money, let me go and participate. Over 200 marathonians, that is their own activity. I was serving, me a footballer. So you see, now I became an athlete. In my roller skating, I got the shoes, I became a roller skater. In table tennis, I grew up with that in the home. So all of these disciplines has
a connection of one on the other. So at times when I was in the university, I got into doing judo that I discovered in higher institution of learning. 2 weeks to learn judo, I got a gold medal because they said you have stamina, you have fitness, you have character, you have determination. So see, that was how I grew up into getting all of these disciplines and successes that you had. But then all of this was not easy. We had so many challenges because in some of the challenges we had expensive and unavailable material that we could not actually get. And then the fact that recognition itself was difficult, lack of financial motivation, discrimination for the fact that I was a woman. I remember coaching a masculine team. I was the first woman to coach a masculine team, football team, first division in Cameroon. And as said, to get a CAF license, other men had to go see the president. We are men. Why would you want to take a woman to coach? So the intrigues and difficulties were just too much. Envy was just too much. If I tell you that out of all of these trophies I've won, recognition is, it's now that my recognition is coming when I'm already probably out of the game. So, but then passion and love did not take me away from this discipline. Just like Mr. Bruno said, we need to be involved and committed ourselves. And the second part of the question, ladies and gentlemen, dear panelists, globally, the various aspects that push me to actually love sports. And certainly I have some proposals. And certainly the number of medals that I had to win. I already said 60 medals, 50 trophies in over 7 sports disciplines. It is rare if you come to Cameroon. I never had the opportunity to go professional, but I did that all locally as a woman. The others have been given titles, but I'm yet to have it. But I want to thank you for this opportunity. Maybe through these experiences, other people would need to know that we are there and we can encourage others, because globally, I put the two together. I have education and have the sports, and I can serve the community. And to propose the things that I have done that we want this organization to do for a better management and inclusion of girls, I suggest that we encourage the government to create special laws that protect and promote women and girls in sports. Call on the government to respect international regulations with regards to applying recognized quotas in each sports structure. Government should provide equal financial aid, honor, and recognition to women just like men. Empower and give relative subventions to outstanding women who initiate sporting activities for other women. Create specific and regular competition only for women and girls. Give autonomous management and sufficient subventions to sport activities supervised by women. We give the national opportunity to the national radio and television to cover sporting events for women. Create a platform in great sports jamboree, like we shall have the CAN coming up in Cameroon, even the jamboree, that there's a corner for women to go there and always sensitize the public and people that we need more women in sporting activities, just like I have created. And we are creating a strong network of women on sports and women, just like we have in Cameroon through the Global Women's Emancipation in Sport, where I am managing. And this actually pushed us because of the crisis. Many young girls were violated in Karate Federation in Cameroon, and it is happening every day. So we decided, us, former sportswomen, actors and leaders in sports, to come and give these young girls a chance through sensitization. And that is why inviting me to participate in this year occasion, it's a very, very big opportunity to me. And I would just say, to conclude, I think for us women to succeed, we must be inclusive, we must work alongside with the men and with the women, joining the train themselves and being committed. And thus, we should always remember this saying: educate a woman, you educate a nation, because together we can, and all of the advocacy we can, because we are all involved and partakers. Thank you very much. I am Mme Victorine from Cameroon.
Thank you so much. Truly appreciated, Mme FOMUM. A lot of good insights. And first of all, let me say thank you for keeping to your time. And also to just say thank you so much for sharing your personal experience. I think that's the best way of learning. We've taken a lot from you in terms of your financial setbacks, despite the stigma from the communities, your stamina, your determination, your strength, your passion. All of these things have really endured or given you endurance to really overcome a lot of the challenges that you faced and probably also still continue to face. And I think, again, I think some of the levers that Ulimata was referring to, you have also referred to as solutions in terms of government also providing the necessary support, the financial aid. Also, there should be specific spaces that are made for women and girls in the arena of sports. And of course, also the fair coverage of women and girls in sports to really showcase them as role models. And let sports be the unifying factor. Again, going back to saying sports is a game changer for women and girls. So thank you so much for sharing. And now let me move on to the second panelist, Mme Olive Michele Dol-Somse. She's from Central African Republic. And just to introduce her very quickly, she is a young Central African entrepreneur. She has over 10 years of experience in management and business administration. She's currently the CEO of Bekilita, a social enterprise she founded 5 years ago that proposes solutions to improve people's lives in her community. Her company works essentially with women. She educates, trains, and empowers through paid work, as she believes financial freedom is a key factor to development in her country. She's currently serving as a chairperson of the Women's Football Board at the Central African Football Federation, where she focuses her effort on promoting and developing Central African women's football at both national and regional levels. As a Yali alumni from the Mandela Washington Fellowship she attended in 2016, she dedicates her spare time to build youth capacities through diverse training and mentorship programs. Olive believes sustainable peace in the Central African Republic depends on youth capacity to make decisions for their future. Now, Madame Olive, as a former footballer, how can sports federations act increase the number of women and girls practicing in sports? And also, what would be, according to you, the first concrete and simple action to implement in soccer in Africa to improve the condition of women and girls in sports? Over to you. Merci beaucoup. Encore bonsoir. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette table ronde qui me donne l'opportunité aujourd'hui de présenter le travail que nous faisons en République Centrafricaine, malgré toutes les difficultés que cela pourrait représenter. Donc, en République Centrafricaine, le football se pratique au féminin depuis les années 1980, plus précisément en 1981, où quelques femmes ont commencé de manière informelle à pratiquer le football. Un peu plus tard, dans les années 90, donc de plus en plus de femmes se sont intéressées au sport au point de créer un championnat au niveau de la ville de Bangui, où les équipes étaient organisées dans chaque arrondissement. Donc, au total, 8 équipes représentant les 8 arrondissements de la ville de Bangui. Bangui animait le championnat de la Ligue de Bangui. Donc, au fur et à mesure, le sport s'est vulgarisé sur le territoire national.
Et aujourd'hui, on a un championnat féminin qui se joue sur tout le territoire national. Donc aujourd'hui, la République centrafricaine dénombre un peu plus de 800 joueuses et des championnats féminins qui se jouent dans chaque préfecture. Et une équipe nationale des femmes qui prend part aux échéances internationales. Maintenant, pour répondre à la première question, ce que je voudrais dire, c'est que le sport doit être un outil de développement social en contribuant à l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. Sur trois axes majeurs. Déjà, le développement. Alors, pour le développement, on devait commencer par définir une politique claire de développement des jeunes filles à travers le sport. Ensuite, la promotion. Les sports féminins tels que conçus ne sont pas toujours attrayants. Il est important de revoir le format qui permettra de susciter la curiosité des femmes et de rendre le sport attrayant pour le grand public. Le dernier axe, c'est la professionnalisation. Nous devons tous tendre vers la professionnalisation du sport en Afrique. Si le sport est un outil de développement, il doit alors contribuer à l'autonomisation de la jeune femme. Les fédérations doivent être en mesure de proposer un plan de carrière et le sport doit être une opportunité de développement professionnel pour les jeunes filles. Alors, dans le cadre de la Fédération centrafricaine de football, nous avons entrepris de grandes restructurations. Nous avons entrepris de grandes restructurations dans le domaine du football féminin. À travers la redéfinition de la politique nationale de recrutement. Donc, un programme d'identification et de sélection à bas âge dans les écoles. Et la communauté, afin de casser les tabous culturels et les stigmatisations. Nous avons aussi eu à effectuer la réorganisation de l'équipe dirigeante du football féminin. Ce qui a permis au fait d'avoir une équipe dirigeante qui permet d'élaborer un plan d'action et de plaider pour le développement du football féminin en RTA. Et les subventions octroyées aux clubs féminins aussi, donc font partie de ces grandes restructurations. Donc ça, nous disons merci au financement de la FIFA au football féminin, qui a permis d'améliorer les conditions de joueuses dans leur club et de créer des opportunités pour la pratique du jeu. Donc, c'est cette collaboration qui s'étend aussi sur des projets de renforcement des capacités. Donc, des dirigeants de football féminin et d'autres activités visant à améliorer l'organisation autour du football féminin. Donc, dans la stratégie de développement, la Fédération centrafricaine de football a entrepris de
de décentraliser les championnats. Ça a permis la promotion. Ça a permis de faire la promotion du football féminin dans la ville de Bangui. Alors, au lieu d'avoir le championnat qui se joue dans le grand stade, ce qui n'attire pas le public, on a choisi de jouer les championnats sur des terrains dans différentes parties de la ville, qui permet d'attirer beaucoup plus de public. Donc, cette stratégie nous a permis de toucher les jeunes filles et susciter en elles l'envie de s'intéresser, de découvrir et de pratiquer le football. Cette stratégie permet aussi d'exposer les talents et les potentialités que le football féminin centrafricain, dont le football féminin centrafricain dispose. Et cette stratégie a aussi permis de redonner confiance aux jeunes footballeuses, puisque maintenant, elles ont l'opportunité de présenter leurs talents devant le grand public. Et ça leur permet aussi, par la même occasion, de contribuer à combattre les préjugés et les idées reçues sur la conception que le public peut avoir sur des joueuses. Comme Mme Victorine a dit ici, les footballeuses sont considérées souvent comme des garçons manqués. Donc, elles manquent de féminité et ce sont des reproches qu'elles reçoivent dans leur communauté. Et ce sont des préjugés qui poussent souvent les jeunes filles à abandonner leur passion sous la pression de leur communauté. Donc, pour finir, dans cette question, la dernière partie, c'était la professionnalisation. Au niveau de la fédération, on a proposé la formation à l'élite. Qui donne l'opportunité aux joueuses de vendre leurs compétences techniques sur l'échiquier mondial. Et on propose aussi le sport-études, donc l'alphabétisation des jeunes filles. Et l'initiation aux métiers manuels tels que la couture, la coiffure, qui pourraient générer des revenus. Et ça, c'est à travers le projet de construction d'un centre technique féminin. Donc, qui sera consacré uniquement au développement professionnel des joueuses. Alors, la deuxième question, très vite pour répondre. Donc, il faut repenser le sport de manière holistique. Parce que la plupart du temps, nous focalisons notre énergie que sur le développement de la joueuse. Donc, nous devons tendre vers un développement plus intégral, mettre en place un partenariat solide autour du football féminin. Voilà. Donc, le partenariat permettra au sport féminin, au football féminin, de se développer et de mobiliser les acteurs qui œuvrent pour la promotion de la femme. Et la finalité, c'est qu'on améliorera ainsi la condition de vie des femmes et des jeunes filles à travers le sport. Donc, dans notre cas, à la fédération, nous avons un partenariat avec ONU Femmes.
avec qui on a commencé des activités depuis décembre 2020. Donc, ce partenariat vise l'autonomisation des joueuses. Et bien que ce partenariat ne soit qu'à ses débuts, nous avons déjà des résultats. Nous avons déjà des résultats encourageants. Car avec l'ONU Femmes, nous pensons que l'autonomisation financière est l'élément critique dans la lutte contre les violences basées sur le genre et d'autres problématiques qui ont un impact négatif sur le développement du football féminin. Et nous avons aussi un partenariat avec UNFPA, donc, c'est plus dans le sens de sensibiliser les jeunes femmes à la santé sexuelle et de reproduction. Parce que la santé sexuelle reste un problème crucial aussi pour l'épanouissement des joueuses. Et dans ce cadre-là, on aura prochainement plus de 200 joueuses qui seront sensibilisées et introduites aux différents services de protection contre les grossesses, contre les maladies sexuellement transmissibles qui représentent des facteurs. Voilà. Et le troisième partenariat, c'est le ministère de la promotion de la femme et de protection de l'enfance. Could I ask you to just wrap up, please? We're running out of time. Yeah, I'm sorry to interrupt. I am almost done. Okay, okay, thank you. Thank you, madam. Please continue. Donc, le partenariat avec le ministère de la promotion de la femme et de protection de l'enfance, qui est un partenariat stratégique parce que c'est le gouvernement qui va nous permettre au fait c'est ce partenariat qui va nous permettre d'influencer les lois, les textes en faveur des joueuses. Donc, en conclusion, développer le sport des femmes en Afrique demeure un grand défi. Et nécessitera une grande mobilisation de tous les acteurs œuvrant pour l'autonomisation de la femme. Malheureusement, le peu d'investissement et le manque de politique plus appropriée de la part de nos gouvernements à l'endroit des femmes et du sport des femmes constitue un obstacle à toutes nos ambitions. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise et cette mobilisation devait servir à formuler un plaidoyer auprès de nos gouvernements pour une redéfinition et un meilleur accompagnement de la politique de développement du sport féminin en Afrique. Merci beaucoup. Thank you so much, Mme Somse. I know there's a lot to share, and unfortunately we are running out of time, but it's excellent in terms of your sharing how you've really evolved the area of sports for women in your country, and starting from a very small informal kind of a gathering to make it more formal and more professional. And we also hear you in terms of the challenges of not having the necessary financial resources, nor having the necessary policies to guide and really entice and promote women and girls, even from a young age, to be part and parcel of these sports interventions and make even a career out of it. So there's a lot of learning in terms of also the dedication, the leadership, the commitment from government, as well as everybody else who is involved in this, men and girls, women and girls alike. So thank you so much for that. Now, moving on quickly to the next panelist, which is Ms. Aderonke Bello from Nigeria. And let me take this opportunity to quickly introduce her as well. Ms. Bello currently serves as a special advisor to the Minister of State for the Federal Capital Territory
and is also the Chief Executive Officer of the Female Advocacy, Mentoring and Empowerment Foundation called Fame. It's a grassroots sports advocacy nonprofit based in Nigeria. Fame Foundation advocates for sexual and reproductive health and rights for marginalized and rural communities, with a focus on women and girls and survivors of gender-based violence. She is an astute sports journalist who has written stories on human and female athletes' rights. One of her works on sexual abuse in a football team earned her the final spot in the sports category of the 2016 edition of African CNN Journalist Award. She once led Nigeria's senior national team, Super Falcons, on a protest when their dues were not paid after winning the African Women's Cup of Nations tournament in Cameroon in 2016, and they were swiftly paid within 48 hours. In 2019 and 2020, with support from UN Women, Fame Foundation hosted an International Women's Month football tournament, drawing together teams from the diplomatic corps, the civil society, and the United Nations. Proceeds raised from this tournament provided scholarships for girls, education, and access to SRHR services for attendees. At the height of the COVID-19 in Nigeria, and in the wake of the declared state of emergency on GBV, Fame Foundation also fundraised to support survivors of GBV through sporting initiatives, including hikes against GBV and palliative distributions. So, Mme. Bello, with all of that, how can local government, authorities, and civil society work together to promote women's sport practice? And also, in your opinion, what would be the first action to do in Nigeria to improve the conditions of women and girls in sports? Over to you. Thank you. Hello, everyone. Good afternoon from Abuja, the federal capital city in Nigeria. I'm happy to be here, and thank you so much for inviting me. Nice meeting all of you. My name is Aderonke Bello, like she said, and I'm very passionate about the power of sport, because Nigeria, my country, it's heterogeneous. We are kind of unique in a way, if I may say. Okay, so I will say this. We have a lot of tribes. We have so many languages spoken in Nigeria, and we have a uniqueness when it comes to religion. Everyone, in one way or the other, every Nigerian is aligned with something. But the only thing that unifies us in Nigeria is sports. When we talk about sports, we leave aside our football, our religious belief, our regional identities, our orientation, what we believe in. So sports is a unifying, very strong factor in Nigeria. It brings us all together. This is why, as a sports aficionado, I use sport as a tool for girls' development. Yes, we use it strategically. We use it because when you talk about sports in Nigeria, everyone would listen to you. When we use sport avenue, especially football, of course, in Africa, as you know, football is quite big in Nigeria, it's big in Africa. So football is the most preferred sport for every Nigerian. And so we use football, which is loved by Nigerians, football, which is a unifying factor in Nigeria to help girls and women. We are all used to having webinars like this. We are having conferences. We have seminars. We have people go for so many different programs. We talk about problems. So how do we approach these problems? Did we lose Mme. Bello? Is it just me who can't hear her? No, it's not just you, Zebi. Okay.
Maybe we'll give her a few seconds to reconnect. Otherwise, we can always first go to the fourth panelist, and hopefully she will be able to reconnect. Yeah, she was, I think, using her phone or so maybe the network is a challenge. I think she may have even dropped off. I suggest we go to Fatou, and then if hopefully we'll reconnect. Yeah, okay. All right. So we shall come back to Mme Bello once she's back. Let us then move to the fourth panelist, and who is Fatou Diagne. And Fatou is currently a student, and she's graduating from Purdue University, where she has been part of the women's basketball team for all the 4 years that she's been there. And she's going to be moving on to the University of Houston for her graduate studies, pursuing a degree in human rights management. She's been playing for the Senegal national team. She's the first seed girl to attend a US University Division I international basketball player. And SEED stands for Sports, Education, Economics of Development Academy. And it's the first basketball student athlete academy for Africa, which is based in Senegal. So with that introduction, I would like to ask Madame Fatou, as a pro basketball player, what would you like to say to the parents of talented girls who hesitate in allowing their child to pursue a sports and career? And also, in your opinion, what would be the first action to be done in Senegal, again, to improve the conditions of women and girls through sports? Over to you. Thank you so much for the introduction. It is a pleasure, a big pleasure to be part of this conference with everybody. Might be the youngest and no experience, but I will try my best. So like you say, my name is Fatou Diagne. I'm from Thiès, Senegal. And the first question, I said that I can use that as what I face going through my experience as a basketball player. I feel like I started playing basketball at the late age, at the age of 16, 17, because my dad didn't allow me to be part, to play the sport, because like you said, the religion in Senegal, Muslim, is the majority of people are Muslim, and like my dad is a big religious guy who don't allow girls to wear some kind of clothes or like short to be able to be in front of people and play sport. So as I grew up, my brother was playing basketball. So he was the only one playing basketball in our family. And after he got hurt and everything, so my dad say, nobody gonna play no more sport, especially not women. That's not even a question. So as being the youngest of the family, I tried my best at the age of 10 to start talking to him and wanted to play basketball, but he didn't allow me. He was like, focus on your academic, because he was worried if I would be able to accumulate both, being able to play basketball and be excellent academically. So I had to show myself. I've been like from 5 years, I tried, and he didn't allow me until I get my diploma of BFM that we do at like high school. So like he allowed me at the age of 16 to start playing basketball, so which was late because he was more worried about like the last panelist mentioned about being a boy, not being a woman at the same way. They think that like you're gonna be somebody else when you start playing basketball. So I went to SNEPS and being at SIP Academic, which is the first no-profit organization that allowed only boys to play basketball and have their scholarship and go and play overseas or play in University America. So me and my generation, we were the first one to participate, to start the SIP girls, because they were just SIP boys. So it was hard to convince my dad and everything. So I got the chance to prove my dad that like, I'm not just playing basketball to just play basketball. I play basketball because I want to change the world of how they think about women in general.
like not thinking that we are able to associate both, like men, why not? Because I don't believe the fact that like this, they say men can just play basketball and not women. So that was my thing in my country. So I had to change myself. I had to be strict with my academic and being responsible, not having friends, just showing my dad and the people around me that I can lead this team of SIT academic and being a leader for the next generation. So anytime I step on the court, that's what I do, and show my dad that like I can do it. It was hard. So I remember at 2010, 2011, I had a scholarship to go to France, and he didn't allow me. So that's all of those things that I said, that your first question is about, like how parents are not believing in their kids, like especially women, because they believe that like just you have to go to school and get married. And I don't stand for that. I said that I have to be empowered. I have to help other kids or other girls to perform, to be their own leader, to be their own, and being able to represent every Senegalese or African people around the world. So that was my objective, and that's the conduct I'm doing every day, and making sure that like I help my young siblings, my young teammate, and everybody. And every year I come back to the academic, training people and like making sure that I help them have a scholarship going back. And as being the first one going to university and being the first one to enter to the Senegalese basketball, like the Afro basket, I was my first participation. So it was a big impact to wrap up everything and show them that like girls can do it, and especially coming from the SIT academic or any Senegalese can do it. But the same way, you have to have the discipline. You have to be able to have the benedict of your parents, and also be able to be excel in the classroom. So that's my main thing, to show the parents. And like I say, my dad has regret to not allow me to go play sport earlier, because that it helped me to focus more, knowing that like I can't fall down. I have to be able to step up and be grown at the young age. For your last question, like you said, I'm working on that thing. That's my main thing at my young age. I'm not just being in college and just focusing on my career. I want to help the kids that coming behind me to have a strong mentality that show them that like they can do it, but it takes time and it takes discipline, and you have to take a determination to know what you want to do for your life. So like the second question, I would say that like our main action to take is for internationals like me, like all those people, to come back when they playing overseas or playing United States, to come back and bring their experience, because most of them stay there and don't come back. We shall say that we don't have a lot of platform in Senegal that allow young girls to see the like some leaders like Asou Traoré, who is international, like others international. So we have to have a platform that bring those kids, bring those international, to show kids that like they can do it. So it's all of those things, and also being able to come and participate some camp, do some camp, help them and talk with the family. And I think that's the most important. Most of our coaches in Senegal, or like I can say most in Africa, they don't share with parents what the kids are doing in their academic or like when they go train. So the parents will not trust them to give your kid for two hours, 3 hours, and they don't know what they do. They are not sure if they're going to practice or not. So it's all of those things. It's the parents, the coaches, and the program that should collaborate to be together, that help the kids to have a strong mentality and to be ready to be successful in life. And that's something that I'm working on, which is helping SIT Academic to have a better reputation on helping kids by including the parents to be part of it. So which is mean going to talk with the parents every 3 months, like bring them like create some camp or like some party that like they can see the progress of their kid. But at the same time, my main focus is the discipline and the academic. So create those kind of things that show the kids that like you have to be well perform, you have to perform well academically, and also have a discipline. You can be, because like I say, sport, you don't share sports. Sport is so jealous. You have to be
strict on what you're doing to be able to be successful in the day. So that's the main thing I'm saying. Like, and the government is not helping a lot in Senegal for the sport because they're more focused on football rather than the basketball. But like I say, it's us international who have to come back and show the government that we can make impact and so that they can help us. And like I say, whenever you see a woman, we need men to be part of all of those things. So bring the men that we believe that they can help us in all of those things. So thank you so much. Thank you so much, Ms. Diagne, for sharing your experience and all the, some similar trends that we're already hearing, and really, having the passion for it from a young age, but not being allowed to engage in your passion. Academics coming first because that's what girls need to do. Trying to break the barriers of stigma and social norms. All of that and overcoming it. But like you said, just to also prove to yourself, to your parents, to the world, that you can actually balance both the academics and also the passion that you have for sports. And I think it was also great that you are sharing and saying those of us who are away and master any kind of sports also should have the ability to come back and then be role models in our own countries, so that we can also inspire other girls to and even change the viewpoints of parents to be able to engage in sports and not necessarily only football or what is popular in that country. So thank you so much for sharing. I'm sure we will all come back to you again. Now let's go back, if you allow me. Mme Bello is back on, I believe. Yes, she is. So very quickly, let me just repeat the questions for you again. Welcome back. I know you had internet connection problems, yes, but we're glad to have you again. So the first question was, how can the local government, authorities, and civil society work together to promote women's sport practice? And then also, in your opinion, what would be the first action that you think you should do in Nigeria to improve the conditions of women and girls in sports? Thank you very much. I apologize for that technical itch. I couldn't do anything about it. So sorry about that. So as I was saying earlier on, it's a unique country that I live in, that I come from, which is Nigeria. And I said, talk about how heterogeneous it is and how the power of sports is very important in making changes. So now to go to your question, because I have to say that as a foundation on what I'm going to talk about. So to go there, local authorities in Nigeria are the people we need. Ask me why. Because most of the local authorities are the people that govern over grassroots communities. So grassroots communities, which are the places I usually work, are very important in whatever it is we have to do, especially in sports, because most of the people in grassroots are not so educated, they are not so exposed, but they are all, in quotes, interested, apart from their family, they're interested in sports, one way or the other. Either it doesn't have to be football, but one way or the other, they're involved in sports. So now, these people that love sports so much, apart from their culture and their religious beliefs, we are now going to find a way to work with the government who govern these local authorities, then civil society organizations with the resources, with the technicalities to work with the government that's why, I think CSO should work with government agencies. When they come together, they will form a very strong team that will now work and support the local authorities. Because most of the time, local authorities in grassroots do not have access to information. They do not have access to resources. They lack access to infrastructures. They lack access to even things they could do to help themselves, especially the girl child. Now, we have a problem in trying to change people's mindsets. People whose religion think they can marry a 40-year-old girl out.
People who culturally believe things by age of 14, a girl has to be married. So how do we change their mindset? The power is sports, if you ask me. Because you cannot tell them anything. But a girl that is actively involved in sports is likely to be married off early. A girl that is actively involved in sports is likely to be quiet. She will know where she belongs. She will be bold enough, as we know that sports for young people help their mental faculty. So if we are working with people in government agency, government will come with their policies, government will come with their implementations, government comes with it, they make the law. Then NGOs, CSOs will help to fast track the agencies and the government's policies. They will talk to the government. This is the policy. How do we implement this policy to help people in the grassroots communities? So it is a network. It is a chain. We all need ourselves. The local authority need the government need the CSOs, and the people in the grassroots cannot do anything without this. So answering your question, it is a channel. And as an advocate for this, for something I've been doing for like 12 years, I can tell you it's very effective, especially when you use sports. For example, anytime I go to work with girls, once I bring out my football and they see, they are excited already. Whatever you want to say, they are ready to listen to you. When you get to see them, they are happy. Apart from people that come to give them candies, biscuits, food, the next person they love is somebody that is bringing sports to their doorstep. Automatically, you'll be their friend and they will listen to whatever you want to say. That's number one. Then answering your second question, you're asking how to improve what? Sorry, if you can come again. Yes, I was saying, what is the one thing that you would do in Nigeria to improve the conditions of women and girls in sports? Thank you. I think we need to create more awareness. Yes, of course, we can lament till tomorrow that we don't have infrastructure. Without modern infrastructure, you can do sports in your house. You can do sports in an open space. You don't have to be a professional like Madame Fatou. For a start, you know, you start from somewhere. You don't have to use the modern equipment to start. It's a gradual process. So when you have the space to get this done, first of all, when we get the girls to be interested in sports, they can do sports in any available or given space at the time. But the thing we need is awareness, Zebi. We need to create awareness around women's sports. We need to reorientate, change the mindset of people that a girl that is in sport is not a boy, she's not masculine. She's okay. Some days ago, I picked a fight with somebody on social media who was referring the female athletes in Nigeria to she boy. I mean, the guy had to apologize to me, like, how could you do that? Do you call the male athletes she man? So you don't do that. So we need to change, reorient ourselves. So we need to create awareness around girls' involvement in sports. So if you ask me, for Nigeria, awareness is something we need to create, that a girl that does sport can successful. She can be a good mother. She can be a good wife if she chose to marry. She can be successful. She can be whoever she want to be. So, and I mean, as a journalist, and I think that journalists in Africa could do more. They could do more and more in giving women sports awareness, to create more awareness for it. Because you know what? Media, news, people get to know about what they see in the news or what they listen to. Media can change people's mindset easily. What you put out there is what people talk about. So when you talk about male sports all the time, people think it's all about male. But if we, people in the media, all of us advocates, if we can do more, by creating awareness, say it to that parent, say it to the teachers in school, say it to your neighbors, girl, come on, let's go, encourage them. It starts from there. Awareness it is for me. Thank you very much. Thank you so much, Mme Bello. Thank you for all that passion that you're also having for what you do.
And I think, again, to reiterate what you're saying, that partnerships are critical, right? That there is not just one institution or one arm of government that can do this. We need to partner with government, local authorities, of course, civil society, and also be able to also provide the information, reach out to the grassroots where they don't have the information or the skills or the ability to engage in sports. And I think another thing that you also mentioned that's very important is also the utilization of the media to be able to really find those role models who can really be depicted and demonstrate that women don't need to be stigmatized, or girls, because they're engaging in sports. This is an opportunity for everybody. And we should be able to voice that out and make sure that we create that level of awareness that is important to demystify the stereotyping of the roles of boys and girls and men and women. So with that, I think I just want to say a very big thank you so much to all of our exciting and wonderful panelists. I think we can hear already sports is a game changer, and it's not just a game changer to empower women and girls, but it's also a game changer for the society as a whole. So we need to really embrace it more holistically. And I really hope that we've all taken something out of this. And as we continue the conversation, I want to hand over to my colleague Florence. Thank you so much. Merci beaucoup, Zébib, et surtout merci et félicitations aux quatre intervenantes. Je pense qu'on est plus qu'inspirés et motivés par vos histoires personnelles, par les défis qui ont été surmontés, par les stratégies que vous avez partagées. Je ne vais pas me prolonger parce qu'on a encore trois panélistes à écouter, je dirais, leurs commentaires, leurs réactions, qui sont justement des représentantes d'institutions qui travaillent de manière très, très étroite sur les thèmes femmes, droits humains, sport à différents niveaux, et avec qui nous avons le plaisir de travailler dans différents contextes. Pour modérer ce deuxième panel, j'ai introduit donc notre partenaire Naïma Girma, qui est la présidente de Women's Sports Africa, qui va donc d'une part nous présenter les trois intervenantes suivantes, et puis je vous rappelle que nous aurons, si le temps le permet, une session questions-réponses avec les questions que vous aurez envoyées dans le chat. Donc n'hésitez pas, je vois que nous avons Lumumbashi, nous avons Madagascar, il y a énormément d'autres expériences qui rejoignent celles qui ont été mentionnées, donc n'hésitez pas. Naïma, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Florence pour cette introduction. Alors après les témoignages des quatre panélistes, très passionnants, merci infiniment de vos éclairages. J'aimerais à présent avoir donc le point de vue en la matière de trois experts. Et nous avons sélectionné, et pas des moindres, Sophie Deruder de l'AFD, Yvette Kabuza de l'UNESCO et Barbara Schweizer du CIO. Alors, je vais commencer par vous, Sophie Deruder. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette table ronde. Alors, Sophie, une brève petite bio de votre parcours. Vous avez rejoint l'AFD il y a 10 ans. Vous avez passé plusieurs années à l'inspection générale du groupe. Vous avez ensuite rejoint l'agence AFD de Brazzaville comme directrice adjointe sur les secteurs infrastructure. Et vous êtes actuellement, depuis avril 2021, directrice adjointe en charge des projets sur les secteurs sociaux. Sophie, j'ai une question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la vision stratégique de l'AFD en matière de genre sur l'Afrique et nous l'illustrer par quelques exemples d'actions concrètes? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Donc, juste sur une note personnelle, juste pour dire que pour moi, ma vie a changé à 12 ans quand on m'a mis un ballon dans les pieds et que j'ai découvert que je pouvais moi aussi faire du football féminin et découvrir que je pouvais avoir une puissance personnelle égale à celle des hommes, enfin des garçons de l'époque. Et je peux vous dire que bien des années plus tard, et malgré 3 enfants et des postes à responsabilité,
je ne raterai jamais pour rien au monde mon 1h30 de foot féminin par semaine que je continue à pratiquer et qui est pour moi vecteur de confiance en moi et d'interculturalité et d'inclusivité. Tout ça pour dire que je suis donc réjouie que, d'un point de vue professionnel cette fois, l'AFD se soit emparée de ce mandat sport et développement qui est assez récent chez nous. C'est un mandat qu'on a depuis 2019, qui fait suite au discours du président Macron de 2017 à Ouagadougou, qui reconnaissait évidemment le sport comme un levier de développement très fort. Et donc chez nous, on joue sur deux grands axes sur le sport. C'est d'une part le sport comme vecteur de cohésion sociale. Ça permet aux jeunes gens qui pratiquent le sport de sortir de chez eux, de découvrir des nouveaux milieux, etc. Et de deuxième tableau, c'est évidemment le sport pour tous, avec un accent sur l'égalité et l'égalité des genres, bien entendu. Alors, je ne vais pas revenir sur, je pense, tout ce qui a été déjà dit sur l'intérêt, évidemment, de faire pratiquer le sport aux femmes et aux filles, les barrières qu'on connaît maintenant et qui ont été vraiment tout à fait bien décrites par les différentes athlètes, notamment, qui étaient concernées au premier plan. Moi, je vais juste peut-être redire qu'est-ce qu'on fait à l'AFD sur le sujet sport et genre, notamment. Donc, nous, on intervient, je vais peut-être dire en schématisant sur 3 aspects. Un, on se rend compte qu'il manque un grand nombre de données concrètes sur le sport et notamment la pratique du sport en Afrique. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la pratique du sport par les jeunes filles en Afrique? Qu'est-ce qui sont les barrières? On les connaît, mais malgré tout, c'est important de bien les identifier et du coup, d'identifier aussi les bonnes pratiques et les leviers qui vont permettre d'aller, lever ces différentes barrières. Et donc, on a une étude qui est lancée dans 5 pays aujourd'hui, Maroc, Égypte, Sénégal, où je suis actuellement, Afrique du Sud et Kenya, et on espère, grâce à cette étude, avoir des plans d'action qui sont beaucoup plus clairs pour développer ensuite un pipe de projet qui adressera ces différentes difficultés dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'augmenter la qualité de la donnée. Deuxièmement, c'est évidemment de donner des financements spécifiques sur la thématique sport, et de créer des projets. Donc là-dessus, nous, notre première action, c'est évidemment de prendre en compte la dimension genre dans tous nos projets. C'est vrai pour tous les projets autres que sport, mais du coup particulièrement vrai pour le sport. Et donc, que ce soit dans des infrastructures qu'on construirait, sur les difficultés d'accès pour les femmes, des vestiaires, on va réfléchir à la prise en compte du genre dans les infras, dans les politiques publiques. Et puis, un exemple là-dessus, on finance aussi des associations qui promeuvent l'égalité des genres à travers le sport. Donc, un exemple concret au Sénégal ici, on a financé la fondation Terrangabi, qui est présidée par Abigail, une grande basketteuse sénégalaise, et qui vise notamment à, en même temps, développer la pratique du basket féminin et de sensibiliser certaines causes. Là, en l'occurrence, c'est le combat contre la dépigmentation de la peau des jeunes filles pour montrer qu'on peut être fière et non dépigmentée. Donc voilà, c'est des causes qui sont portées par cette association à travers le sport. Donc ça, c'est un exemple. Après, on a des projets qui sont spécifiquement dédiés à faire développer le sport pour les filles et les femmes. Donc là, je vous en cite 2. On a un partenariat qui a été signé avec la FIFA en présence du président de la République en 2019 et pour développer la pratique du football féminin. Et donc, une première traduction concrète de ce partenariat, c'est un projet qui s'appelle Projet Championne, qui aura lieu dans le golfe de Guinée, donc qui touche 3 pays, le Togo, le Bénin et la Guinée, et qui vise à renforcer le leadership des femmes dans leur communauté à travers justement la pratique du foot. Donc c'est 3,5 millions d'euros, c'est quand même un gros partenariat. C'est créer des équipes, créer des assos sportives, former les coachs, fournir du matériel, rénover des infrastructures. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'activités comme ça. Et puis on a, je vous donne un deuxième exemple qu'on espère signer bientôt en Angola, qui est cette fois sur la pratique du basket avec la fondation Tony Parker. Et là aussi, c'est de fédérer, de professionnaliser la filière, renforcer la fédération nationale, encourager la pratique du sport, rénover les infras, etc. Et puis, le troisième point, je dirais, dans les projets qu'on va mettre en place, c'est de développer tout ce qui est edutainment, c'est-à-dire faire passer des messages éducatifs à travers la pratique sportive. Et donc, on a, par exemple, un partenariat avec l'ONG Play International, qui est dans 4 pays pour des jeunes enfants, où on va essayer d'apporter de l'éducation de qualité à des publics vulnérables, donc des jeunes et des filles, et via le développement d'activités socio-sportives. Voilà, ça c'est un exemple où on travaille aussi avec la Basketball Africa League. Voilà.
Et puis le troisième point, je dis, on avait 3 axes, donc les données, les projets, et puis il y a aussi rendre visible des athlètes. Enfin, tout le monde l'a dit, il y a vraiment une sensibilisation à faire très forte auprès du gouvernement, auprès du grand public, etc. Et donc, on essaye de mettre en valeur des athlètes féminines. Et donc, vous renvoyez vers la plateforme Sport en commun qui a été créée ces dernières années, qui vise un peu à recenser les initiatives, mettre en réseau les différents acteurs, les financeurs, les contributeurs de projets. Et donc, dedans, il y a plusieurs Sport Impact Leaders qui sont présentés, dont des femmes, évidemment Abigail, mais d'autres. Voilà. Donc, je fais court. Donc, en synthèse, c'est un mandat chez nous qui prend de l'ampleur, qui se développe dans différents pays. Et donc, on essaye maintenant de monter des projets de plus en plus gros. Et voilà, je m'arrête là. Parfait, merci beaucoup Sophie. Un point que vous avez signalé, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, c'est avoir des chiffres concrets sur la pratique du sport féminin en Afrique. Et d'ailleurs, Women Sport Africa est heureux de mener cette étude avec PwC et IRIS, qui avait été commanditée par l'AFD et que nous présenterons ensemble en octobre. Merci beaucoup. Forum Génération Égalité. Ces éclairages. Moi, comme nous l'avons annoncé en introduction, exactement lors du Forum Génération Égalité, nous l'avons annoncé, donc Sophie, en introduction de cette table ronde, nous devons en fait, sur cette table ronde, évidemment des constats, mais aussi amener des réponses pour nos auditeurs, pour avancer tous ensemble sur ce sujet. Et je vais rebondir sur une seconde question pour vous, Sophie. Quelles sont les actions prioritaires en matière de genre de l'AFD dans les 12 prochains mois? Vous avez commencé à y répondre. Je voudrais des éléments plus concrets, s'il vous plaît, qu'on va noter et qu'on pourra scénariser ensemble. On ne vous entend pas, Sophie. En effet, c'est mieux si je remets le micro. Donc, en fait, essentiellement, c'est finaliser cette étude sur les 5 pays, continuer à développer notre portefeuille de projets, donc signer certains partenariats avec la FIFA, avec la BAL, avec on a plusieurs ONG qui sont avec nous, Plan International. Donc, c'est surtout concrétiser des partenariats qui sont en négociation. Et puis voilà, intervenir dans des forums comme Forum Égalité, sur lesquels on est partenaire. Voilà. Parfait. Nous en prenons bien note, Sophie. Et merci à vous et merci à l'AFD pour sa grande contribution sur ce volet. Je me tourne à présent vers vous, chère Yvette Caboza. Merci de nous avoir rejoints sur ces échanges francs et concrets. Yvette, vous avez rejoint l'UNESCO il y a plus de 20 ans, organisation pour laquelle vous avez mis votre expertise à son service, et ce, dans plusieurs pays d'Afrique. Vous êtes actuellement, Yvette, responsable du programme Sciences sociales et humaines auprès du bureau de l'UNESCO au Maghreb, que vous pilotez depuis Rabat au Maroc. Alors, Yvette, sur la matière du genre, je vous pose une question qui est à peu près la même que celle que j'ai posée à Sophie. Quelles sont les actions prioritaires de l'UNESCO dans les 12 prochains mois? Alors, j'avais un peu… Maybe you will speak English. Parce que moi, I was planning to speak in French. Yes. Oui, vous m'entendez ou pas? You speak French? In English, what are UNESCO priority actions in the next 12 months? Merci, mais en fait… Up to you, French or English? En français. Vous m'entendez? Vous pouvez m'entendre ou pas? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, je vous entends très bien. Parfait. Je vous remercie. J'étais très heureuse de pouvoir représenter l'UNESCO à cette table ronde, hein, parce que je vois que les gens sont passionnés. L'homme unique que nous avons est également passionné, donc ça serait bien qu'il
donne l'exemple et qu'on en ait davantage. Pour ce qui est de répondre un peu à votre question, je voudrais juste dire que, comme la FD, en fait, l'UNESCO s'est engagée sur la question du sport et du genre depuis un certain temps. On a 3 axes de travail qui sont prioritaires, qui sont autour de l'action normative de l'UNESCO, le développement d'outils pédagogiques et le plaidoyer pour le sport et le genre. Et surtout, c'est que nous avons une approche droits de l'homme qui est reflétée dans notre action normative, notamment à travers la Charte nationale de l'éducation, de l'activité physique et du sport. Et je ne sais pas si vous êtes familier de cette charte, mais dans son article 1, elle positionne l'accès au sport comme un droit fondamental pour tous. Quand je dis pour tous, y compris les femmes. L'autre chose aussi qui est présente dans cette charte, c'est que les États signataires sont invités à ce que les ressources, les pouvoirs, les responsabilités en matière d'éducation physique, d'activité physique et de sport soient attribuées sans discrimination fondée sur le genre, sur l'âge, le handicap ou tout autre type de considération. Et enfin, il y a le plan d'action de Kazan, qui est aussi une action 4 qui est extrêmement importante, et parce que cette action 4 du plan d'action de Kazan, elle prône, elle demande, en fait, la recommandation et la mise en place d'un observatoire mondial pour les femmes, le sport, l'éducation physique et l'activité physique. Et nous sommes très heureux en tant qu'UNESCO de dire que nous avons accompagné cette mise en œuvre du plan d'action de Kazan et que la Suisse s'est portée volontaire et elle est en train de mettre en place cet observatoire. Donc ça va être un outil qui va être important et ça me permet en fait de répondre à la deuxième question, si vous me le permettez, sur les actions prioritaires. Donc, comme l'a dit notre Sophie, une chose qui est très importante, c'est les données, la collecte des données. Puisqu'on ne peut pas informer des politiques en matière sportive, on ne peut pas attirer des investisseurs, on ne peut pas faire de l'éducation si on n'a pas un état des lieux, si on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, si on ne connaît pas les défis qui se posent aux politiques, et aux organisations sur le terrain. Et j'étais aussi très contente en fait de voir que on parlait du sport et des femmes dans le sport au-delà de l'aspect sport professionnel. On parlait aussi du sport amateur. Ça c'est très important puisque les interventions doivent être à chaque niveau. Et ça, c'est pour ça que j'étais particulièrement ravie d'entendre l'intervention de notre ami du Nigeria. L'autre chose sur laquelle je voudrais intervenir aussi, c'est que concrètement, parce que je sais que c'est la question que vous allez me poser, Naïma, qu'est-ce qu'on fait concrètement en tant qu'UNESCO? On a mis en place ce questionnaire sur l'éducation physique de qualité, qu'on invite tous les États membres à remplir ce formulaire parce que ça nous permet de faire l'état des lieux. L'autre chose aussi que nous avons faite et que nous sommes en train de faire dans la collecte de données, c'est les études. On parle de l'Afrique, certes, mais en Amérique latine, on est en train de travailler aussi sur une étude sur la place des femmes dans le sport. Ça, ce sont les axes qui nous paraissent être très importants en tant qu'UNESCO. C'est vraiment de nous concentrer sur les données et sur le plaidoyer et les développements des outils pédagogiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite récemment au sujet des obstacles du développement du sport en Afrique. Et il y a effectivement la question de la législation, des compétences et des infrastructures. Et donc, l'UNESCO, à travers ces 3 axes d'intervention, entend accompagner les États membres à relever ces défis et en privilégiant des coalitions et en mettant en place des plateformes comme celles que vous offrez aussi en ce moment. Et enfin, je voudrais juste finir sur une note
qui me semble-t-il est aussi très encourageante, hein, c'est que, vous le savez certainement, hein, puisque vous êtes journaliste, que le Gabon a récemment est en train de réfléchir à la création d'une ligue nationale de football féminine. Donc, c'est 2021. Donc, il aura fallu attendre 2021 pour le Gabon, mais ce sont des indicateurs, en fait, qui nous montrent que le moment est plus que choisi et que l'action et cette table ronde et le Forum Génération Égalité et l'action avec les médias, avec ONU Femmes et tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans notre mandat en faveur du sport et des femmes, on est au bon moment. Le momentum n'aurait pas pu être mieux choisi. Et enfin, je vais terminer par une dernière chose, c'est que la présidente du comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport, le CIGEPS, est une femme, Mme Rosa pardon, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Mme Rosa Rakotosa, qui est malgache, et c'est aussi important parce que les femmes doivent être en position de décision. Elles doivent être à la table pour qu'on puisse faire avancer les choses, travailler de concert avec toutes les personnes de bonne volonté, les agences des Nations Unies, les médias, la société civile et les politiques pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 et également de l'agenda 2063. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Parfait. Merci. Non, parfait. Merci beaucoup pour ces précisions, Yvette. Vous parliez de plusieurs choses. Je vais en sortir juste de le sport à tout niveau. Bien sûr qu'on ne faut pas parler que des sportifs de haut niveau. Bien sûr qu'elles ont besoin d'être médiatisées. Chez Women Sport Africa, dans Women Sport Africa, le média, nous médiatisons les sportifs de haut niveau d'hier, d'aujourd'hui, de demain, également les rôles modèles et les femmes d'influence qui sont là pour inspirer. Et le troisième volet, c'est un volet feel good où on parle aussi des bonnes pratiques et du sport amateur. Donc, on essaye de balayer le sport dans toutes ces catégories pour pouvoir inspirer et aider en fait la femme et la jeune fille sportive de 13 ans, j'allais dire, à l'EHPAD. Le deuxième point, oui, Rosa, nous avons mené ensemble une enquête sur Madagascar que je vous invite à lire dans le Women Sport Africa numéro 2. Que nous avons mené avec elle, une grande femme dans le sport qui fait beaucoup bouger les choses à son niveau, au niveau de son pays et au niveau de l'Afrique. Merci Yvette. Merci beaucoup. Juste une dernière chose. Bruno a dit que l'AFD, l'UNESCO. Allô? Juste. Allô? Oui, allez-y Yvette, on vous entend. Oui, non, juste Bruno, j'ai cru comprendre que vous partagez également les versions numériques de Women Sport et n'oubliez pas l'UNESCO et nos partenaires. On te parlera en PV, Yvette. Voilà. Merci. Alors Yvette, nous avons pas mal de partenaires. Je pense que nous allons parler rapidement ensemble sur un partenariat Women Sport Africa et UNESCO. Qu'on mènera ensemble avec joie. Donc, je vous disais, l'ONU, l'AFD, l'UNESCO, nous parlons de femmes, de droits et de sport dans cette conférence. Alors, pour boucler ce schéma que nous sommes fixés pour cet échange avec le Women Sport Africa, nous ne pouvions qu'ajouter une note d'organisation sportive et pas des moindres, puisque je remercie Barbara Schweitzer, du comité international olympique d'être avec nous ce jour. Ma chère Barbara, vous êtes aujourd'hui responsable des programmes de développement social, de développement social par le sport au comité international olympique, notamment du programme Une victoire en entraîne une autre, qui est en collaboration avec l'ONU. Avant de rejoindre le CIO, vous avez travaillé pour le PNUD, le Programme des Nations Unies
pour le développement au Brésil en tant que consultante et pour diverses pour diverses agences des Nations Unies et des ONG. Alors, Barbara, j'ai cru comprendre que vous êtes animée par la passion d'apporter une contribution significative au changement social et à l'équité, ce qui vous a amené à vous concentrer sur l'autonomisation des femmes par le sport. Je vous poserai la même question que celle sur laquelle j'ai interpellé l'AFD et l'UNESCO. Quelles sont aujourd'hui les actions prioritaires en matière de genre que mènera le CIO dans les prochains mois et les prochaines années pour pouvoir se projeter? Thank you very much, Naima. And sorry, I'm gonna switch to English. I'm very honored to be here with you, and thank you all for your fantastic presentation. It was so inspiring. And okay, can you hear me? Yes, totally fine, Barbara. Please go ahead. There's a little problem. Well, maybe it's okay now, Barbara. For me, it's all fine, all good, I think. Yes, go ahead, Naima. Je crois que c'est ton son qui a un petit. J'ai aussi l'impression que c'est le son parce que j'ai eu problème de comprendre les questions, mais. Yes, so I still gonna switch to English. Thank you very much. And I'm very, very pleased to be here with you because some fantastic speakers I've heard, and it's very encouraging because also with you of the programs that I'm overseeing, on one side, the one win leads to another with UN Women that we are running for almost 5-6 years now. In Latin America, and also some other programs that I'm running together with the Inter-American Development Banks, focusing on youth and empowering women through sports. So that's a little bit my hat. Today, I would like to speak to you talking under the two chapeaux, because the IOC covers mainly 3 spheres of responsibility. First of all, the IOC as an organization, focusing mainly on admin and really from the headquarter, activities from the headquarter, but then also as the leader of the Olympic movement, that means the leader of the National Olympic Committees, 206 to date around the world. Then also the national federations, the International Sports Federation, and of course the most known is the convener of the Olympic Games. So these are the 3 spheres of responsibility, and it's perfect timing. I just echo Yvette's comment before, perfect timing now, because it was just endorsed last week by the EB, the new gender equality and inclusion strategic framework for the years to come, for 2021 to 2024. And I'm very pleased to already, I'm sure some of you already know about, but to present to you these 5 spheres, main spheres of actions, which are divided into 21 objectives in total. And some of them we are already working on, some of them are already almost done, and some of them are upcoming. So of course, and we have heard it many times today, first of all, it's access to sports, because we know it's not only in Africa, it's a huge play gap now. So that's one, and we need to increase access to sports to get also to achieve the second objective, which is women in leadership position in sports organizations. Because when we have countries where, for example, 90% of young girls and women are already excluded from having access to sports, these 90% are also excluded from achieving a leadership position in a sports organization, because it's rarely possible that someone becomes a leader in an organization that has never been involved or introduced to sports. So we have first area is the participation and increase access for women and girls at all levels. So not only at elite sports, and the second is the leadership positions for women in sports bodies and in the Olympic movement.
And very much linked as well, why we don't have these women in leadership position is also the third pillar, which is safe sport, because women are known as a very vulnerable group on remaining in sports. We have heard it also for some speakers today, that we need to be able to provide a safe space, a safe environment, safe transportation to access. And I can just confirm from our grassroots program that on many occasions, this was the main reason for the dropouts throughout the programs, was the lack of safe space. And the safe space includes, it also has to be inclusive, because it's not only a safe facility or a safe, it's the coaches, it's the entourage, and very important as well. And I've heard it also on various occasions, is the inclusion of the communities and of the families is key for keeping girls in sports. We have also heard it, the fourth pillar, and I'm very encouraged, because it confirms to me that we are on the right track. And of course, all what we have developed was together with our partners, with our stakeholders. So it's no surprise, and we are also part of Generation Equality Framework. So of course, it's very much aligned with also the 6 pillars of the Generation Equality Framework. The next and the fourth point is the portrayal, increased communication, because as we have heard, media coverage needs to be better, and there needs to be more media coverage. And then last but not least, the resource allocation. And this is, we have also heard it, be it in infrastructure, funding for development of sports for women, funding for infrastructure, the prize money, all these. So we have these 5 areas of influence, and they are very much aligned with the Generation Equality Framework. So, and I'm very pleased to be with you and have this discussion, and I hope we have got some interesting questions now following. Thank you. Thank you very much, Barbara. I will switch in French. La vision du CIO est un vrai bonheur pour le changement. Merci infiniment d'y contribuer. Je regarde l'heure, nous sommes vraiment justes. Donc, je voulais juste remercier les experts, tous les intervenants et les experts que j'ai eu le bonheur de modérer. Sophie Weber, Yvette, Caboza, Barbara Schweitzer. Merci infiniment pour vos éclairages. Nous avons, cher Bruno Lalande, pas mal de belles choses à scénariser dans Women Sport Africa. Je vais sans plus tarder laisser la main à Florence pour la conclusion. Merci. Merci beaucoup, Naïma. Merci beaucoup également, Sophie, Yvette et Barbara, comme je l'ai mis dans le chat, pas seulement pour les expériences, qu'on sait bien plus riches que les 2 minutes, effectivement, mais aussi pour votre engagement personnel. Avant de repasser la parole, je pense à Oulimata pour la clôture, et étant donné que malheureusement l'enthousiasme a été tel, je pense qu'on va devoir laisser la session questions-réponses ou beaucoup plus interactive pour la prochaine table ronde, vu que comme nous l'avons promis au début, c'est la première d'une série qui avait pour but effectivement je dirais de balayer un petit peu le terrain, sans être exhaustif ni aller dans une direction particulière, mais aussi, je dirais, pour nous, en tant qu'ONU Femmes en Afrique, en partenariat avec Women Sport Africa, de peut-être prioriser, où nous voulons mettre l'accent aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je crois qu'au niveau des barrières, comme nous l'ont brossé les différentes intervenantes, on note, malgré certaines avancées, quand même la persistance et la récurrence de barrières qui sont, d'une part, l'emploi du temps, le manque de temps, soit lié à des rôles traditionnels, à des stéréotypes. Surtout en Afrique, les femmes, les filles sont quand même celles qui continuent à occuper la majorité de leur temps aux tâches domestiques ou autres.
On notera aussi les limites dues au manque de prise en charge de la santé sexuelle et reproductive. On a entendu effectivement l'époque ou le moment où les jeunes filles commencent à avoir leurs règles est un moment de drop-out également. Je pense, et comme le mentionnait Barbara, la question de la sécurité en est une autre. Donc effectivement, la question de l'intégrité physique est très, très importante. C'est pourquoi, effectivement, il y a pas mal de programmes travaillant sur les jeunes filles, le sport, qui visent effectivement à faire, je dirais, du sport un milieu où les jeunes filles peuvent accéder en toute sécurité. Et ceci n'est pas uniquement le sport en soi. Je pense qu'on l'a vu et entendu, ça s'intègre effectivement dans un travail plus large avec les communautés. Au niveau des infrastructures également, on le sait, que ce soit transport, que ce soit les éclairages publics ou autres, qui s'insère effectivement dans un travail de rupture de stéréotypes et de mentalité, qui est un travail sur le long terme et qui est présent, je dirais, en chacun de nous d'abord, mais aussi au niveau de la famille. On l'a entendu, je pense, très, très bien de la bouche de Fatou. La famille est souvent le premier obstacle à franchir pour une jeune fille également. Donc, je pense que Fatou, en tout cas pour moi, l'exemple était parlant aussi sur non seulement l'effort et la volonté individuelle, mais aussi au niveau collectif et puis au niveau institutionnel. Je pense que nous l'avons bien entendu également de l'expérience de la République centrafricaine, mais aussi dans ce qu'a relaté notre collègue du Nigeria. Effectivement, au niveau des politiques publiques et de l'engagement des États, il y a aussi des mesures à adopter pour améliorer quand même ce qu'on appelle en anglais communément enabling environment, donc le fait qu'effectivement les jeunes filles puissent accéder au sport. Et puis, il y a d'autres partenaires essentiels dans ce cheminement, je dirais, qui sont les journalistes, les médias. On a parlé énormément de stéréotypes, de reproduction, de rôles, de tabous. Donc, effectivement, donner une autre image de la femme sportive, donner une image d'abord, en parler simplement, qu'il y ait une place dans les médias. Je crois que Women's Sports, justement, et Women's Sports Africa sont là pour ça. Donc, effectivement, je pense qu'au niveau de l'Afrique, on peut aussi essayer de développer des partenariats plus larges avec le monde des médias pour que dans chaque pays, parce que je l'ai vu dans les commentaires, malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais j'ai vu quelqu'un qui nous parlait depuis Lumumbashi, quelqu'un de Madagascar, donc toutes ces histoires qui ont été partagées ici, je pense que à tous les recoins en Afrique, il y a énormément de femmes et de jeunes filles qui peuvent nous conter des histoires similaires. Donc, face, je dirais, à ces différentes barrières, je pense qu'on a aussi entendu des recommandations qui vont, comme je le disais, au-delà des politiques publiques, mais aussi des financements. Effectivement, il s'agit d'un engagement au niveau des dépenses de l'État, mais aussi des partenariats, et on l'a entendu de la part du Comité olympique, de l'UNESCO, de l'AFD, effectivement, qui travaillent sur différents projets. Et je crois que pour terminer, peut-être ce que moi je retiens aussi, outre l'énergie positive, je dirais, qui se dégageait des différentes intervenantes, on pourrait peut-être tomber facilement dans une espèce de fatalisme si on ne regarde que les barrières. Je pense que chacune d'entre elles nous a partagé son expérience de se dépasser et puis aussi de mettre en place des stratégies ou des projets au niveau de leur communauté ou des réseaux qui permettent effectivement aux autres femmes et filles de dépasser les barrières qu'elles-mêmes ont rencontrées. Et je crois que la conclusion revient à, je ne sais plus exactement, c'est peut-être Victorine qui nous en a parlé, si je ne m'abuse, c'est qu'effectivement, un accès plus égal donc des femmes au sport, la mixité, etc., est une question de droits humains, bien sûr, mais que cette participation accrue et cette mixité est également bénéfique pour la communauté. Alors aujourd'hui, on a moins mis l'accent sur les différentes réalités géographiques, également géopolitiques de la région, mais maintenant tout de même que c'est une région où il y a énormément de conflits, de tensions politiques, et je sais que dans des pays comme en Centrafrique, le partenariat avec ONU Femmes, avec notre bureau pays, etc., vise également à prévenir et je dirais à amorcer ou à désamorcer
désamorcer plutôt les conflits dans des contextes où les questions de paix et sécurité sont prédominants. Donc, toute cette contribution des femmes et des filles au sport et à la vie publique, en ce sens-là, va bien au-delà du sport en tant que tel et je dirais, participe à l'élaboration d'une culture de paix, de développement au-delà du sport en tant que tel. Je pourrais encore dire énormément de choses. Comme je vous l'avais dit, l'idée n'était vraiment pas d'être exhaustif, mais plutôt aussi de se connaître, de se rencontrer, de commencer une discussion sur les différentes thématiques, de voir un petit peu où nous pouvons prioriser nos actions, ONU Femmes et les autres partenaires qui y sont connectés aussi. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à une seconde table ronde où effectivement nous essayerons d'avoir d'autres expériences, d'autres participants. Nous avons dû choisir également les intervenants. Il y avait énormément de personnes sur le continent que nous aurions pu entendre. Et je passe donc la parole à Oulimata Assar, donc directrice régionale ONU Femmes, pour les mots de clôture et les remerciements. Merci beaucoup à toutes et à tous. Thank you so much, Florence, and everybody for your brilliant contributions. I am leaving this conversation completely inspired and also calling for action. I just want to end maybe by talking about Generation Equality Forum. As you all know, on the 30th of June, with President Macron, there is a big world event. That event is called Generation Equality. And it's a call for action. Out of that event, there's 6 coalitions on innovation, on economic empowerment, on women leadership, on ending violence against women, on sexual and reproductive rights. We have 6 coalitions that the world is joining, whether governments, private sector, civil society organization. And today, we are meeting later after this call with the Minister of Gender of Senegal. The whole world is mobilized towards that journey. This is part of the journey because, as you can see, Florence has generation equality on top of her background. It's because 25 years ago, 45,000 women around the world met in Beijing, China. And during that meeting, they called for action. They called for action, and we are celebrating the Beijing plus 25. And we are still having the conversation about rights, about representation, and about resources. So we know for a fact that we don't want the next 25 years to be like this. And it's a call for action. It's also a call for the younger people. So generation equality is really building on a new generation of activists that are maybe less organized than us, that are more organic, to take on gender equality and women empowerment as a critical issue in all sectors, in all areas, whether it's sports, you name it. I don't want to list it here. And I want to thank everybody that took the time to have this conversation with us. We all sports practitioners, our children are, and I think it's a great enabler. It brings communities together. We have some major milestones happening soon, whether it's Tokyo or Dakar in 2022. And I say to the world, we need to be ready. Thank you. Thank you very much, Oulimata. With this, we'll thank all the panelists and all the partners for their interventions, and we're gonna disconnect. You know that we have the YouTube, so I know that... Ah, je suis passée, pardon, à l'anglais. Bon, je reprends le français. Nous avons l'enregistrement, donc n'hésitez pas, les collègues qui ont organisé, etc., pourront vous partager le lien. Je voulais quand même aussi chaleureusement remercier toute l'équipe qui a travaillé autour de l'organisation et particulièrement nos collègues Adriana et Rahma qui sont sur beaucoup d'événements en ce moment et qui nous ont permis d'avoir ce premier moment d'échange sur le sport. Donc, merci beaucoup Naïma et Bruno également, avec qui effectivement nous avons une collaboration très très fructueuse, et nous vous donnons rendez-vous
une date ultérieure, je dirais, pour d'autres initiatives et pour la discussion que malheureusement nous avons dû écourter pour des raisons de temps, mais je pense qu'on a déjà eu énormément d'éléments de réflexion. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir, merci à tous et toutes. Au revoir, merci. Merci Yvette.